Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale élections communales et régionales, les premières du genre depuis la nouvelle constitution de 2011. Des élections cruciales pour l'avenir du royaume, tant au niveau national que sur le plan international. Un tournant décisif pour la consécration d'une régionalisation avancée et surtout un pas vers le renforcement des structures de la démocratie et de la gestion de la chose publique. En attendant les résultats finaux, nous faisons ce matin une lecture des résultats partiels annoncés hier soir par le ministre de l'Intérieur. Nous allons également décrypter les enjeux et les conséquences de l'événement politique de l'année avec des experts et des journalistes qui ont couvert ce scrutin. Avec nous sur le plateau, professeur Mohsin El Ahmadi, professeur à l'université Qadiyya de Marrakech. Bonjour professeur. Bonjour. Alors avant de commencer les analyses et les lectures de ces premiers résultats, on se penche sur les chiffres annoncés par Mohamed Hassad et sur les 80% des bulletins de vote dépouillés. Les chiffres préliminaires donnent le parti Authenticité et Modernité en tête des communales, suivi du parti Justice et Développement. Manal Al-Akhdari nous décortique ces résultats. Des résultats provisoires, mais la tendance est de plus en plus claire. Après le dépouillement de 81% des votes à travers le royaume, le ministère de l'Intérieur a publié les chiffres. Le parti Authenticité et Modernité est le grand vainqueur des élections communales et régionales d'hier. Le PAM s'est donc imposé avec 5064 sièges, soit 20,77%, suivi du parti de la Justice et du Développement avec 4187 sièges, soit 17,17% des suffrages exprimés. Vient après le parti de l'Istiqlal avec 3924 sièges. Le pays a ainsi remporté 16% des voix contre 13,71% pour le Rassemblement national des indépendants. Le RNI qui a eu 3343 sièges. Quant au mouvement populaire, il occupe la 5e place avec 2347 sièges. Le SFP a eu pour sa part 2008 sièges. Au niveau des grandes communes de la région du Grand Casablanca-Stade, le PJD est arrivé en tête des communales et régionales. Il a obtenu 102 sièges. Toujours selon les résultats provisoires, le PJD est suivi du PI, du PAM, de l'USFP, du PPS, de l'UC et du RNI. Le MP vient en 8e position, suivi de l'Alliance de gauche démocratique, du Mouvement démocratique et social et des sans appartenance politique. Le PJD est aussi en tête dans la province de Kénitra avec 165 sièges. L'UC en 2e place vient après le PI, le RNI, le PAM, le MP, l'USFP, le PPS et l'Union marocaine pour la démocratie. Direction Fès, le PJD a remporté 8 sièges sur les 13 à pourvoir dans la commune de Mechouar Fès Jdid, suivi du PI et du RNI. Le parti de Abd Ilah Ben Kiran a également raflé 22 sièges sur les 34 de l'arrondissement de Fès Médina. L'Istiqlal a occupé la 2e place, suivi du MP et du RNI. C'est le RNI qui s'est imposé dans la commune rurale de Ain Beda avec 8 sièges sur 17, suivi du PI et du PJD selon les résultats provisoires de la wilaya de la région de Fès-Meknès. À Nador, le PAM a obtenu 16 sur les 43 sièges de la commune. Il vient juste devant le MP, le RNI et le PJD. Le parti de Mustafa Bakouri a recueilli 14 sièges sur 39, suivi du PJD, de l'USFP, du PPS et de l'Istiqlal. Il est également en tête à Oujda avec 30 sièges sur 65 devant le PJD et le pays. Le parti Authenticité et Modernité a de quoi se réjouir à Marrakech. Il est placé premier avec 150 sièges sur 538 après le dépouillement de 98% des voix. Le PJD vient en 2e place, suivi du RNI, du MP, du PI et de l'UC. Pour rappel, 7058 candidats se sont présentés aux élections régionales. Ils étaient répartis sur 895 listes pour pourvoir 678 sièges. D'abord, professeur Mohsin El Ahmadi, quelle lecture faites-vous de ces résultats partiels ? Alors, c'est une lecture quelque part complexe, à commencer par d'abord le clivage PJD-PAM qui continue, et qui continue de plus belle. La deuxième remarque, c'est celle qui consiste à dire qu'il y a un recul de la gauche, généralement, et que c'est un recul qui se confirme d'élection en élection. Bien entendu, il y a la défaite du parti de l'Istiqlal. C'est clair que le parti de l'Istiqlal, même en se situant en 3e place, il perd en termes de qualité, de représentativité au niveau national, et il perd son fief. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner.
Ensuite, bien entendu, il y a un raz-de-marée du PJD au niveau des grandes villes. Ça, il n'y a pas à dire. Par contre, au niveau des zones rurales, c'est très important de voir que dans les zones rurales, il n'arrive pas à percer. Donc c'est un parti politique qui a une base électorale urbaine plutôt que rurale. Et surtout, il ratisse large dans les milieux conservateurs. Et le conservatisme politique est une, expression du conservatisme religieux sur lequel le PJD est en train de se construire une réputation et une solide assise sociologique. Il y a bien entendu aussi la question des alliances qui se dégagent. Mais maintenant, les clivages idéologiques ne seront pas vraiment aussi importants que le réalisme politique. La politique a sa logique que peut-être la question morale ou les questions religieuses ne peuvent pas prendre en considération, surtout qu'il faut maintenant construire des majorités et donc gouverner dans les grandes villes. On ne peut pas gouverner tout seul. C'est l'une des caractéristiques de la démocratie, notamment du mode de scrutin. Et finalement, je dirais que l'électorat marocain, la société marocaine est généralement une société conservatrice qui donne une importance à l'élan moral que sur une conscience politique ou une idéologie prononcée. Voilà. Très bien. Nous reviendrons en détail, bien sûr, sur cette question des alliances. Mais avant, nous joignons par téléphone depuis Casablanca, ou plutôt par duplex, Mohamed Kassal, ou plutôt Hamed Kassal, pardon. Il est économiste. Monsieur Kassal, bonjour. Bonjour. Alors, quelle lecture faites-vous de ces... Oui, est-ce que vous m'entendez, Monsieur Kassal? Bien sûr, très bien, très bien. Très bien. Alors, quelle lecture faites-vous de ces résultats préliminaires et de cette nouvelle carte politique pour le Royaume? D'abord, je peux vous dire que le plus grand gagnant de ces élections, c'est la démocratie marocaine. Donc, on peut dire aujourd'hui, on a atteint un niveau de maturité de notre démocratie que aujourd'hui, quel que soit le gagnant de ces élections, le plus important pour nous, c'est on s'impose aujourd'hui comme une démocratie qui a atteint une certaine maturité et qu'il y a aujourd'hui une réelle participation des citoyens marocains dans la chose publique. Et ça, c'est quelque chose, donc un retour des Marocains pour ce qui est de la politique, c'est quelque chose de très positif pour nous. Donc ça, c'est très important. Le taux de participation qui a été annoncé de 52,6%, c'est quelque chose de très important par rapport à ce qu'on disait auparavant, que la politique et les Marocains délaissent la politique. Donc c'est le premier gagnant, c'est la démocratie. La deuxième des choses aujourd'hui, quels que soient aussi les partis, parce qu'aujourd'hui, comme ça a été dit tout à l'heure par votre invité, le plus important pour nous, c'est comment relever les défis. Aujourd'hui, il y a un certain niveau de défis au niveau des régions, au niveau des collectivités locales, à commencer d'abord par la problématique, un certain nombre de problématiques de la création des richesses, la résolution des problèmes des quotidiens des Marocains, faire face aussi à la problématique qui est de déséquilibre régional qui existe entre les régions et certaines régions et d'autres. Donc aujourd'hui, les élus qui vont prendre le pilotage des communes aujourd'hui doivent avant tout faire face à ces défis qui s'annoncent pour ne pas décevoir une population qui a atteint, qui, comme je disais tout à l'heure, il a mis beaucoup d'espoir dans ces élections, surtout ces des élections qui interviennent suite à la nouvelle constitution. Donc je crois qu'il y a un climat très serein et très positif et fait que le retour des Marocains à la politique, c'est quelque chose de positif. Oui, donc alors, moi, monsieur sincèrement, je ne rentre pas dans les détails de ce qui a gagné. Oui, alors nous reviendrons bien sûr sur les enjeux, notamment économiques, de ces élections avec vous, Monsieur Kassal. Mais avant, nous joignons par téléphone le professeur Mohamed Chadi, il est professeur universitaire en droit constitutionnel à la faculté de Mohammedia. Professeur, bonjour. Bonjour. Alors que peut-on déduire des résultats partiels de ces premières élections communales et régionales depuis la nouvelle constitution de 2011? Tout d'abord, la première observation, c'est le taux de participation. Donc le taux, il est élevé, donc 52,36, et c'est un taux très important. Ensuite, la deuxième observation, c'est le clivage qui reste entre
bien sûr PAM et PDG. Et la troisième observation, c'est la percée du PDG, surtout sur les grandes villes comme le cas de Casablanca, Marrakech et également Fès. Professeur, comment expliquez-vous ce raz-de-marée du PJD? Le raz-de-marée du PJD, c'est d'abord parce que le PDG n'a pas auparavant gouverné, bien sûr, les communes et les régions. Donc, pour moi, le PJD, c'est une page vierge. Donc, peut-être on va, bien sûr, le juger après, bien sûr, s'il prend les commandes dans ces régions et les communes, parce qu'il sera confronté à des problèmes qui sont des problèmes sociaux et des problèmes économiques. Donc le PJD, d'abord, c'est une page vierge parce que il n'a jamais gouverné les communes, la majorité des communes, la majorité des régions. Et ensuite, l'élément moral, donc les Marocains toujours ils votent parce que donc le PJD, c'est une orientation islamique, donc il vote pour la religion et ça montre à quel point la société marocaine est une société conservatrice. Oui, donc à l'image des grands centres urbains, le PJD est sorti en tête de la commune d'Agadir. Et pour connaître un peu plus, en tout cas les résultats partiels de ces élections à Agadir, nous joignons par téléphone un journaliste sur place. Il s'agit de Nordine Salouk. Bonjour Nordine Salouk, donc c'était par duplex. Bonjour Khadija. Alors, pouvez-vous nous donner plus de précisions? Résultats. Voilà, donc tôt ce matin, les informations sur les résultats de ces élections sont tombées, des résultats partiels bien sûr, et c'est avec des surprises, notamment sur Agadir, encore sur Drarga, sur Inzganit Melloul et sur Tiznit, Taroudant. En attendant d'avoir les informations finales de ces résultats, eh bien, prenons l'exemple d'Agadir, longtemps considéré comme la chasse gardée, le fief de l'USFP. Agadir tombe parce que pendant des années, la municipalité d'Agadir a été conduite par les candidats de la Rose. Mais les urnes ont donné raison au dauphin de ce même USFP dans les élections communales de 2009, soit le PJD. Donc après 2 mandats successifs, Tarek Baj, qui présidait sous les couleurs de l'USFP, a été détrôné par les 33 sièges des 67 d'Agadir, raflés par Salah Malouki, candidat du PJD. Tarek Baj, qui s'est présenté en indépendant, eh bien, il a réussi un 10 sièges ex aequo avec le PAM. Et quant à la liste USFP, elle a obtenu, comme le RNI, 6 sièges. Alors, pour les résultats, donc au niveau d'Agadir, 33 sièges pour le PJD, les indépendants, donc conduits par Tarek Baj, 10 sièges, le PAM 10, l'USFP 6 et le RNI 6. Au niveau d'Inzgan, qui était conduite jusque-là par l'USFP, eh bien c'est le PJD qui rafle 26 sièges, 4 pour le PAM, 6 pour l'Istiqlal et 3 pour le RNI. Ait Melloul également ne déroge pas à cette règle, 30 sièges pour donc le PJD, l'USFP s'accapare 7 sièges et le PPS 6 sièges. Au niveau de Tiznit, fief 2, longtemps fief 2 du PPS, eh bien le PPS s'est classé 4e, derrière le RNI qui est le premier, talonné par le PJD et l'USFP. Alors sur les communes rurales d'Agadir, c'est généralement le RNI qui était ancré dans ces communes et ça n'a pas dérogé à la règle sur notamment la commune de Tamri, Imsouane, Tarazout, Aqsri, Odmin, Aziar et Imouzal. Le reste, c'est le PJD à Drarga et à Aourir, 14 sièges à Drarga et à Aourir, 10 sièges. Nordine Salouk, merci.
pour ces précisions. Et donc nous revenons vers vous, professeur Al-Ahmadi. Donc la carte politique, on l'a compris, a changé, en tout cas à Agadir, et l'USFP a perdu son fief, un peu à l'image de l'Istiqlal à Fès. Absolument, et c'est vraiment là, vraiment pour les partis politiques concernés à s'interroger sur les résultats. Comment sont-ils arrivés là? Qu'est-ce qu'ils ont fait et surtout ce qu'ils n'ont pas fait pour se rapprocher de la base électorale qui était acquise et conquise depuis des décennies. Bien entendu, il y a des dissensions internes qui ont retenti, qui ont rejailli sur la décision de vote des citoyens. Et bien entendu, quand on perd les fiefs, ça veut dire qu'on est proche vraiment de la, disons, de l'échec même au niveau national et même de la disparition peut-être programmée, peut-être pas, de ces partis. Alors maintenant, quelle est la marge de manœuvre de ces partis qui ont perdu face au PJD? Bien entendu, il y a un diagnostic à faire, un diagnostic politique, une évaluation de l'action politique qui a été faite ou entamée depuis les dernières élections. Et bien entendu, les scissions à l'intérieur du grand parti l'USFP avec, disons, la grogne qui s'est faite ces derniers temps au sein de l'Istiqlal ont laissé leurs traces. Il y a, comme je l'ai dit, une évaluation à faire, une autocritique, pour parler d'un langage un peu daté. Mais il n'en demeure pas moins que celui qui en a profité, c'est bien entendu le PJD qui a développé une stratégie de marketing électoral assez importante, qui s'est rapproché de la population et qui a écouté, qui était à l'écoute surtout. Les électeurs ont besoin d'être écoutés, d'être entendus et surtout de porter leur parole au sein des institutions. Et maintenant, le défi devant ceux qui ont remporté le scrutin, que ce soit le PJD ou le PAM, bien entendu, c'est l'effectivité de leur action politique et leur capacité à transformer la société, l'économie et de donner satisfaction aux attentes des électeurs et des citoyens en général. Alors, qu'en est-il de l'oriental? Et pour savoir un peu plus, en tout cas, les résultats partiels de ces élections communales, nous joignons par téléphone Mohamed Zoroudi depuis Oujda. Bonjour. Mohamed Zoroudi, bonjour. Bonjour Khadija. Alors le parti Authenticité et Modernité est arrivé en tête des élections communales au niveau des villes de Nador et de Berkane et Oujda, selon des résultats toujours bien sûr provisoires des élections communales. On revient avec vous sur ces résultats ainsi que sur le taux de participation à Oujda, Mohamed Zoroudi. Le taux de participation, d'abord dans la région d'Oriental, avoisine la moyenne nationale. Il est de ils étaient 555 695 votants, soit 50,21%. Donc un taux de participation que les autorités locales ont jugé satisfaisant. Pour ce qui est des élections communales d'Oujda, le PAM a remporté 30 sièges, suivi du PJD 28 sièges et le pays 7 sièges sur les 10 listes électorales. Il n'en a que 3 partis, le PAM, le PJD et le pays. Pour ce qui est de Nador, toujours le PAM occupe la première place avec 16 sièges, suivi du Mouvement populaire 13, le RNI 8 sièges et le PJD 6 sièges. À Driouech, le RNI a occupé la première place en glanant 8 sièges, alors que le RED n'a remporté que 3 sièges et le Mouvement populaire 3 sièges. À Berkane, le PAM toujours en tête avec 14 sièges, suivi du PJD 12 sièges, l'USFP 6 sièges, le PPS 4 sièges et le pays 3 sièges. Le grand perdant à Oujda est le Mouvement populaire qui avait remporté en 2009 2 sièges, alors que en 2015, il n'a remporté aucun siège. Le RNI également, qui était dans la configuration politique du Conseil municipal d'Oujda en 2005, avec un seul siège, n'a remporté aucun siège. Pour ce qui est du taux de participation à Oujda, il était de 34,77%, soit une progression de 7,01% par rapport à 2009. Donc, un bras de fer, disons, oppose
le PAM et le PJD dans toute la région de l'Oriental. Et il est difficile à Oujda de concevoir les alliances possibles. Donc il n'y a que 3 listes, le PAM, le PJD et le pays. Et nous en parlerons justement plus tard de ces alliances. Mais avant, on s'attaque au sujet du taux de participation. Plus de 14,5 millions de Marocains étaient appelés aux urnes ce vendredi. 8 121 000 électeurs se sont rendus à ces urnes. C'est mieux qu'en 2009. En ce qui concerne les candidats, un chiffre intéressant. 2/3 des candidats se présentent pour la première fois. Mina Ben Khalaq nous fait un round-up des taux de participation. 8 120 000, c'est le nombre d'électeurs marocains qui ont voté hier pour élire leurs représentants aux conseils communaux et régionaux. C'est un taux de participation de 52,36%, pas très loin du taux enregistré lors des communales de 2009. La plus forte participation a été constatée comme d'habitude dans les provinces du Sud. En voici un aperçu. Laayoune 52,67%, Smara 58%, Boujdour 65,55% et enfin Tarfaya où l'impressionnant taux de 82,75% a été enregistré. La région qui a connu la plus grande compétition électorale est le Grand Casablanca-Stade. Qu'en est-il de l'implication des électeurs ? Eh bien, le taux de participation au niveau de cette région a atteint les 41,64%. Plus au nord, la province de l'Arrache a enregistré un taux de 35,5%, un peu moins que Tétouan où la barre des 40% a été dépassée. Pour ce qui est des tranches d'âge des candidats, beaucoup de jeunes lors de ce scrutin. Les moins de 35 ans ont représenté 30% du total des candidats. Les novices en politique se sont décidément démarqués pendant ces élections. Les candidats qui ne s'étaient présentés à aucune échéance électorale auparavant ont représenté 72% du total des candidatures. Le double scrutin du 4 septembre s'est déroulé dans de bonnes conditions. Rien à signaler en dehors de quelques incidents isolés. Un constat du ministère de l'Intérieur que partagent les 4000 observateurs mobilisés. Parmi eux, 125 étrangers qui ont suivi ces élections jusqu'au bout. Et également avec nous ce matin, Fahdi Atta, éditorialiste et directeur de publication. On revient avec vous. Fahd, bonjour. Bonjour. Donc on revient avec vous sur cette victoire du PJD, malgré qu'il ne soit pas sorti premier. Le parti à la lampe a toutefois enregistré de bons scores comparés aux résultats de 2009. L'expérience du PJD dans le gouvernement et la gestion communale expliquent les résultats positifs lors de ces communales. Dixit Abdelilah Ben Kiran. Quelle lecture faites-vous ? Écoutez, moi je ne serai pas aussi précis et affirmatif que si il a Ben Kiran concernant la gestion communale. Moi je pense que ce qui a profité effectivement au PJD dans cette victoire aux élections communales et régionales, c'est plutôt la gestion gouvernementale et les résultats acquis par le gouvernement, des résultats qui sont parfois dus à des facteurs externes ou des conditions qui ne viennent pas directement de la gestion gouvernementale. Mais en tout état de cause, le PJD n'a pas été désavoué, loin s'en faut, par l'électorat marocain lors de ces communales. Et si ce n'est pas une surprise, c'est la confirmation que le parti à la lampe est une formation qui a aujourd'hui le vent en poupe à l'échelon national, c'est incontestable. Fahdi Atta, vous avez donc écouté le sujet qui vient de passer sur le taux de participation. Oui. Quelles sont vos impressions par rapport à ce taux de participation, par rapport au profil des électeurs, mais également au nouveau profil de candidats ? Écoutez, moi je crois que malheureusement nous avons un taux de participation qui est tout juste honorable et il y a encore un grand travail à faire au niveau de tous les partis et de l'État pour inciter les citoyens à accomplir leur devoir électoral. C'est plutôt rassurant de constater que le taux d'abstention n'a pas grimpé de façon significative. En même temps, s'il y a un profil de nouveaux candidats, il n'y a malheureusement pas un profil de nouveaux électeurs. Et c'est là où je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, tant par les partis que par l'appareil de l'État pour convaincre les gens que le vote est un devoir et un droit.
Professeur Ahmadi, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait, avec ce que vient d'avancer Fahdi Atta concernant justement ce taux de participation et concernant également cette stagnation du profil de l'électeur? Il faut dire qu'il faut faire une analyse sociologique des élections sur le long terme. Il ne faut pas uniquement voir ce qui s'est passé hier, mais ce qui s'est passé depuis un certain temps et voir que la tendance générale est plutôt à la stagnation, voire à la baisse, selon les enjeux électoraux, selon si les élections sont de niveau national, régional ou communal. Et c'est en ce sens-là qu'il faut vraiment faire un travail en profondeur pour réconcilier les Marocains avec d'abord l'acte de voter, leur donner confiance dans les institutions politiques représentatives et surtout valoriser le politique ou de revaloriser le politique et l'action politique à leurs yeux, c'est-à-dire en leur donnant la pleine responsabilité de la gestion et si on leur donne la responsabilité, bien entendu, il faut les rendre quelque part comptables de leurs décisions, de leur management de la chose politique. Alors maintenant, sur est-ce qu'on régresse, est-ce qu'on stagne ou est-ce qu'il faut progresser? Bien entendu, cela se fera dans le temps par la conscientisation, la sensibilisation des électeurs à l'importance du vote et des élections, parce que sans élections, il ne peut pas y avoir de démocratie, et sans démocratie, il peut y avoir de développement économique, social et culturel. Alors maintenant, sur le caractère jeune ou la nature jeune de l'électorat, bien entendu, si nous regardons de plus près la structure démographique de la société marocaine, c'est une société qui est toute jeune. Par contre, les jeunes sont ceux qui font les frais du chômage, de l'exclusion, et bien entendu l'échec scolaire. Et il faut travailler sur ces tendances lourdes de la société marocaine pour faire en sorte que les jeunes soient plus responsables dans leur acte de voter et qu'ils soient plus conscients des enjeux à la fois politiques et socio-économiques de leur vote. Et bien entendu, sans les jeunes, on ne peut rien construire. Et c'est avec les jeunes qu'il faut s'approcher, les écouter et se réconcilier. Et parlons régionalisation à présent, professeur. Le taux de participation est très élevé dans les provinces du Sud. Comment expliquez-vous ce phénomène? Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, même dans, quelque part un pessimisme ambiant sur le taux de participation. Moi, à mes yeux, la forte participation des régions du Sud, c'est un plébiscite. C'est un référendum sur justement l'adhésion et la place tout entière que ces provinces ont dans le royaume, dans le système politique marocain. La population l'a exprimé, massivement. Ça veut dire qu'ils s'intéressent. Alors le fait qu'ils s'intéressent aux élections, qu'ils s'intéressent à construire leur région à partir d'un processus démocratique, ça coupe net avec les thèses séparatistes ou avec ceux qui sont derrière. Et le message que le Maroc a envoyé hier à la communauté internationale veut que, voilà, les régions sont bien intégrées dans le royaume et ils font de leur mieux justement pour, rattraper le retard historique qu'ils avaient sur les provinces du Nord. Et à mon sens, c'est un message qui est clair pour la communauté internationale qu'il ne peut y avoir d'autre solution que l'intégration complète et totale de ces régions, avec bien entendu un processus régional plus avancé. Et justement, nous allons parler des enjeux économiques de cette nouvelle régionalisation et on revient vers Ahmed Kessal à Casablanca. Donc selon la nouvelle constitution, les conseils régionaux ont désormais davantage de pouvoirs et de moyens financiers et les membres de ces conseils sont élus pour la première fois au suffrage universel. Donc quels sont, selon vous, Monsieur Kessal, les enjeux économiques dans le cadre du nouveau découpage des régions ? Bien sûr, les enjeux économiques sont très très importants, surtout comme vous l'avez bien dit, que c'est la première fois que les présidents des régions sont élus par suffrage universel direct. Donc ils ont une responsabilité très importante par rapport à la gestion des ressources. Mais il y a deux défis qui vont s'opposer devant les présidents des régions. Le premier défi, c'est l'élément humain.
Comme vous le savez très bien, aujourd'hui au Maroc, on a un déséquilibre régional très important. Il y a beaucoup de migration des cadres compétents des régions les moins développées vers les régions développées. Aujourd'hui, quand vous allez à une certaine région du Royaume, sur les 12 régions du Royaume, il y a 4 qui fournissent pratiquement 60% de la richesse nationale. Donc il y a un déséquilibre en termes de ressources, principalement le capital humain. Il y a un déséquilibre au niveau de l'infrastructure. Il y a un déséquilibre aussi au niveau de l'intégration de certaines régions dans l'économie mondiale. Il y a certaines régions qui sont bien intégrées dans l'économie mondiale, d'autres sont à la marge. Donc aujourd'hui, le patron de la région doit être vraiment un manager, un grand manager qui doit disposer d'une stratégie sur le mandat, c'est-à-dire une vraie stratégie sur son mandat. Et cette stratégie doit définir des priorités. La première priorité, c'est comment attirer les capitaux pour qu'il puisse investir dans sa région. Donc il va faire un travail de marketing et d'attractivité de la région très important. Deuxièmement, sur qui doit s'appuyer pour développer la région. Et comme vous le savez très bien, aujourd'hui, le développement des régions se base sur 3 piliers qui sont fondamentaux. Le premier, c'est l'administration et la gouvernance locale et la disposition de l'infrastructure. Le deuxième, c'est l'attractivité du capital privé. Et le troisième, c'est les ressources humaines. Indépendamment de ressources humaines et des capitaux, on ne peut pas avoir de développement. Donc les défis sont là. Ou surtout aussi, il y a un défi énorme, ça a été dit par votre invité, il y a des taux de chômage parfois dans certaines régions qui dépassent les 25-30% par rapport à la moyenne nationale. Et ça aussi, c'est les jeunes qui sont victimes de ce chômage, surtout les jeunes qui n'ont pas suivi une formation très importante. Moi, je suis professeur universitaire dans une université marocaine et quand je pose la question à mes étudiants qui viennent de Rachidia, qui viennent de Figui, qui viennent pour étudier, est-ce que vous allez revenir dans votre ville pour travailler? La plupart, ils me disent, on préfère aller à Casablanca, au Rabat, au Tanger. Donc les défis sont énormes et aujourd'hui les moyens financiers peuvent venir aujourd'hui. Il y aura des fonds d'investissement, il y aura des fonds de solidarité nationale, il y aura des investisseurs. S'ils trouvent l'attractivité de la région, peuvent venir. Mais le gros défi qui reste, est-ce que le patron de la région aura une vraie stratégie, une vraie vision et qui est capable d'aller la vendre? Il doit aujourd'hui avoir dans sa valise les projets, des business plans, des projets qu'il ne va pas vendre uniquement à Rabat ou à Casablanca, il faut qu'elle les vendre sur le monde entier. Okay. Aujourd'hui, oui. Merci Ahmed Kessal. Donc aujourd'hui, le plus important. Oui, merci beaucoup Ahmed Kessal. Nous restons à Casablanca et nous joignons Saad Ben Mansour, éditorialiste. Et justement, nous venons de l'entendre, nous parlons d'enjeux économiques, de compétences pour faire venir des investisseurs, notamment pour élaborer des plans d'action et une nouvelle carte politique se dessine. Quel impact économique peut-il y avoir en termes de développement de ces régions ? Bonjour à tous d'abord. Merci de me permettre de donner quelques réflexions, de partager avec vous et avec vos auditeurs. Bon, à mon avis, l'enjeu économique, les enjeux, nous les connaissons tous. À mon avis, il y a certains points sur lesquels il faudra absolument travailler dans les 5 ou 10 prochaines années. C'est la répartition d'abord spatiale de la création de la richesse. On le sait tous, le Maroc est aujourd'hui partagé de manière un peu, je dirais, inégale. Il y a des régions qui créent de la richesse, beaucoup plus que d'autres. Aujourd'hui, avec les nouveaux textes sur la région, il est peut-être temps que toutes les régions soient, je dirais, des moteurs de création de richesse et d'emploi. Il y a dans les textes des opportunités qui sont offertes. Maintenant, les élus, c'est aux élus d'utiliser ces textes, d'aller d'oser certaines, je dirais, démarches un peu nouvelles pour faire en sorte que la richesse soit créée sur la région. Je m'explique. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans d'autres pays à travers le monde, les régions sont de véritables concurrents pour l'attraction, pour l'attractivité et pour attirer des investisseurs. Demain, les élus qui ont été élus hier soir devront trouver des solutions pour rendre leur région attractive vis-à-vis de l'investissement privé.
il ne s'agit plus seulement d'attendre des textes de loi qui sont votés au Parlement. Il faut s'ingénier, il faut avoir de la créativité. Il faut d'abord, bien sûr, comprendre la région, comprendre ses atouts, avoir une vue sur les autres régions, qu'est-ce qu'elles proposent. Et comme a dit Sexel, il faut faire du marketing, il faut faire de la veille. Donc les élus qui sont aujourd'hui et qui vont prendre maintenant les rênes de ces régions doivent être dans une optique vraiment marketing territorial. On n'attend plus les subventions du budget de l'État. Il faut s'ingénier à créer des mécanismes qui s'auto-entretiennent, des grilles alléchantes pour l'investissement privé. Il faut oser offrir aux investisseurs des conditions d'investissement qui sortent peut-être du cadre national, du cadre connu, ce qu'on appelle des incitations offertes de manière générale. Il faut oser aller plus loin. Donc là, vraiment, les élus sont l'enjeu économique de ces élections du prochain mandat, c'est justement de voir est-ce que cette nouvelle catégorie d'élus, des jeunes, des nouveaux qui arrivent sur la scène, sont capables de montrer un autre visage de la gestion locale et régionale. Voilà, c'est cela à mon avis. Merci beaucoup pour ces précisions et nous revenons vers le professeur Mohamed Chadi, professeur universitaire en droit constitutionnel à la faculté de Mohammedia. Ou plutôt Fahd Yata à Casablanca, donc éditorialiste. Quels sont les enjeux ou comment pourrait-on lire en tout cas l'importance des alliances à présent, après les résultats préliminaires? Alors écoutez, je crois que cette question est absolument pertinente et centrale parce que il y a la première lecture qui est faite, celle de l'exposé des résultats bruts, où on peut signaler la victoire du PJD dans telle région ou telle ville, la victoire du PAM dans telle région, telle ville, etc., les progrès ou les reculs des uns et des autres. Mais fondamentalement, au niveau de la constitution des conseils communaux municipaux et au niveau des présidences de région, on s'aperçoit que plus que jamais, la politique des alliances sera nodale, centrale, stratégique. Le PJD, par exemple, a pu remporter une victoire numérique dans la région de Tanger, assez là pour ne citer lesquels. Mais si on voit le nombre de sièges obtenus par ses concurrents et adversaires politiques, comme le PAM, etc., on se rend compte que des alliances permettraient aux uns de perdre la présidence d'une région et aux autres d'obtenir la présidence des conseils municipaux. Donc je crois que dans les jours qui viennent, il va y avoir une série de contacts, de réunions, de discussions, de négociations, peut-être de marchandage autour de ces nécessaires alliances qui vont se nouer pour la gestion réelle et pratique à la fois des régions, des communes, des villes. Et il me semble qu'on ne doit pas s'attendre à de grandes surprises au niveau du contenu de ces alliances. Celles qui existent déjà seront vraisemblablement reconduites au niveau, je parle de celles qui existent au niveau national, entre les partis d'opposition et d'un côté et les partis de la majorité de l'autre. On ne peut pas penser qu'il y aura, comme ça s'était passé en 2009, des opérations un peu bizarres où on voit un élu de l'UC arriver à la présidence d'une grande ville, pour ne pas la citer, Casablanca, avec des voix à la fois du PAM, du PJD, etc., etc. Je crois que cette nouvelle donne, elle va faire que les alliances seront beaucoup plus logiques et beaucoup plus, construites sur des partenariats qui existent déjà au niveau national. Fahd Yata, est-ce que, justement, vous venez de le dire, est-ce qu'on peut parler d'alliances éventuelles entre partis rivaux? Bah écoutez, je crois que ça pourrait peut-être se produire dans de petites villes où l'élément humain, c'est-à-dire la personnalité de l'élu et son influence au niveau de sa petite ville, de son village, de sa commune est importante. Mais dans les grandes agglomérations, dans les grandes communautés urbaines, dans les grands ensembles, je crois qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, on est arrivé à un tel degré, si vous voulez, de contradiction ou d'opposition entre les grandes formations de l'opposition d'un côté et de la majorité de l'autre, qu'il est peu probable
probable que des alliances contre nature ou des alliances extraordinaires se nouent. C'est mon sentiment personnel, je peux me tromper, mais en tout cas, je sens pas les choses comme ça. Monsieur Yatta, justement, le sentiment personnel n'est pas très partagé avec professeur Ahmadi, qui semblait sceptique en réaction à ce que vous disiez. Est-ce que vous avez quelque chose à commenter, en tout cas, sur ce que vient de dire Fahd Yatta? Moi, je m'inscris justement au niveau de l'analyse disons, scientifique des résultats des élections et même de l'observation dans le long terme. Il me paraît que les alliances contre nature se sont déjà produites au Maroc, notamment PJD et Istiqlal, ensuite PJD et RNI, qui ont des bases électorales tout à fait différentes et même des idéologies de référence différentes, et le PPS est dans le gouvernement. Donc, l'ancien parti communiste, c'est-à-dire qui a une conscience ouvrière et qui s'allie avec un parti conservateur à une base idéologique religieuse clairement prononcée, il n'y a pas plus contradictoire des alliances et de la politique réelle que celle-ci. Réaction brièvement, Fahd Yatta. Ça n'a rien à voir, je suis désolé. On ne parle pas de passé, on ne parle pas ni du Parti communiste, ni du PJD de 2009 ou de 2012. Aujourd'hui, tout le discours antérieur à la tenue de ces élections a été pour dire que les partis politiques d'aujourd'hui ne reconduiraient pas les alliances contre nature. Maintenant, M. Ahmadi a dit son point de vue, j'ai dit le mien, et l'histoire tranchera. Merci beaucoup Fahd Yatta et direction donc le professeur Mohamed Chadi qui reste avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Alors les alliances vont être plus que décisives dans les 12 régions à présent, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Donc quelle lecture faites-vous de cette nouvelle carte politique? Donc, d'après moi, il y a des alliances qui seront bien sûr reconduites entre la majorité, mais je pense à mon avis que parfois on s'attend à des alliances contre nature, c'est-à-dire pourquoi pas une alliance entre bien sûr PJD et également le PAM, hein, parce que ça c'est la politique. Donc, on peut s'attendre à des alliances contre nature à des partis qui sont des partis rivaux. Très bien. Donc, ce qui rejoint ce que vous venez de dire, professeur Liam Lahi, je remercie le professeur Chadi. Donc, vous partagez le même avis que le professeur Chadi oui. Par rapport Alors, moi aux alliances. Je me base sur les dernières déclarations du chef du gouvernement, Abdellah Ben Kiran, qui avait dit il y a une dizaine de jours qu'il n'est pas exclu de voir une alliance ou un partage de pouvoir entre le PJD et le PAM, et que cela est possible. Ça veut dire que le bonhomme ne parle pas comme ça, justement, de manière non réfléchie. Et peut-être qu'il y a eu déjà des approches, peut-être il y a eu des signaux qui ont été envoyés par-ci et par-là, parce que déjà, ils ont une idée sur la tendance globale des scrutins. Ils savent très bien que les deux forces qui se dégageront sont aussi bien le PJD que le PAM et que dans la politique, rien n'est exclu. Nous l'avons vu avec le RNI et rappelons que le RNI était parti du G8 et qu'il y avait une promesse que jamais le G8 ne gouvernera avec le PJD. Et on a vu ce qu'il en est advenu par la suite. Il me semble que le PAM a appris de cela et qu'on ne peut pas faire de la politique au niveau national de manière globale, mais plutôt au cas par cas et selon les situations, selon les données, selon les villes, les régions et les communes. Il va y avoir une alliance et à mon avis, ce sera même bien pour la démarche consensuelle dans laquelle s'est inscrit le système politique marocain. Et avant de parler des enjeux internationaux, permettez-moi de vous poser la question sur justement ces alliances et en tout cas les résultats de ces élections et leur impact sur les législatives de 2016. Alors, bien entendu, il va y avoir un lien. Il va y avoir un lien, sauf que maintenant, il y a différentes stratégies qui vont se dessiner. Mais à mon avis, ça montre bien l'ancrage régional, communal des partis politiques, leur poids au niveau national et au niveau local, régional. Et il me semble qu'ils vont avoir un impact. Déjà, ils ont dessiné la carte.
et cette carte se confirme avec la présence dans le long terme du PJD dans le paysage politique marocain. Il y a aussi le retour du PAM avec un certain enracinement dans le nord et dans les grandes villes. Par contre, le bilan politique, économique et social du gouvernement va être un élément déterminant pour les élections qui se projettent dans l'horizon de 2016. Oui, bien entendu, il va y avoir un impact, et cet impact, on ne peut pas le prédire, on n'est pas Madame ou Monsieur Soleil. Il faut voir comment les choses peuvent évoluer, et on n'est pas à l'abri d'une surprise, disons, ou d'un échec à un point de vue et qui pourrait retentir sur la décision électorale. Il y a aussi, professeur, l'impact de ces élections sur l'image du Maroc à l'international. Et justement, pour en parler, nous joignons par notre correspondant à Paris, Mustapha Tossa. Bonjour, Mustapha. D'abord, quelles sont vos impressions sur ces résultats ? Alors, ce sont des impressions assez surprises de voir un peu que le PAM, un parti qu'on avait un peu enterré en quelque sorte il y a quelque temps. Si je rappelle à quelques-uns les articles d'analyse qui ont été écrits sur ce parti, on se rend compte à quel point il est toujours présent et il a réussi une performance électorale assez importante. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est de voir le PJD qui n'a pas été l'objet d'un vote sanction comme on aurait pu l'entendre au gouvernement, 4 ans au gouvernement. Une politique qui n'a pas satisfait tout le monde, qui a fait des mécontents, et pourtant, sur les urnes, à travers les urnes, le mécontentement n'a pas eu lieu. Et donc, il n'y a pas eu de vote de sanction, bien au contraire. Même en arrivant en deuxième partie, le PJD consacre une performance électorale. Alors, troisième élément aussi de réflexion qui me vient à l'esprit, c'est de voir à quel point la gauche traditionnelle, l'UCFP, est sombrée presque dans ces élections. Et on se pose la question, ont-ils encore un ancrage populaire dans l'opinion marocaine, notamment l'UCFP, qui doit en ce moment se poser des questions sur son devenir et sur sa stratégie électorale à venir. Donc, autant d'éléments qui intéressent, qui interpellent l'observateur marocain et étranger que je suis à la fois. Et puisqu'on parle d'observateurs étrangers, l'expérience marocaine est très scrutée à l'international, surtout en vue du contexte géopolitique régional tendu. Ces élections se sont déroulées sans incident majeur. Quel message cela reflète-t-il à l'international, Mustapha ? Oui, c'est vrai que lorsque le ministre de l'Intérieur marocain hier avait constaté concrètement que les élections se sont passées dans des conditions normales, en présence d'observateurs nationaux et internationaux, ce qui valide un petit peu la valeur ou le test démocratique de ces élections. Ça donne une image assez importante à l'étranger. Le Maroc est actuellement très scruté par l'international. On sait et on essaie de le comparer à quelques expériences voisines, des expériences arabes où le chaos est le maître de la situation, alors que le Maroc est en train de voter paisiblement, tranquillement. Il est en train de construire sa démocratie, les institutions de sa démocratie dans un contexte extrêmement civilisé et politique malgré quelques incidents ici et là. Donc voilà, c'est un message assez important qui a été, je crois, relayé et perçu par l'opinion internationale. Alors il y a aussi, les gens ont beaucoup suivi aussi le fait que voilà un pays moderne, ouvert et qui est gouverné en partie par un parti islamiste, le PJD, voir un peu comment les Marocains interréagissent avec ce parti. Ça veut dire que, autrement, le message qui a été passé à l'international, c'est que les Marocains ont réussi aussi à dompter, entre guillemets, ce parti islamiste qui fait partie, selon certains, de la galaxie frères musulmans, mais qui, au contact du gouvernement, s'est révélé un parti responsable qui peut être porteur d'un projet moderne et d'ouverture et qui ne peut pas être créateur de tensions à l'intérieur du pays du Maroc. Alors, aussi, un autre message qui est très suivi par l'international, c'est de voir que le Maroc est en train de construire la régionalisation avancée. Et tout le monde, notamment dans les forums internationaux, a très bien compris que si Sa Majesté le Roi a voulu cette régionalisation avancée, c'est pour pouvoir intégrer plus tard la solution de l'autonomie proposée pour le Sahara, pour que ça rentre dans une cohérence
politique et géographique faisable et crédible, et que demain, quand on aura à discuter et à vouloir absolument examiner la faisabilité de la solution politique proposée par le Maroc, eh bien, il y aura le cadre général politique pour s'y inscrire. Mustapha, comment la France, donc vous êtes en France, et les médias ont-elles suivi le scrutin électoral au Maroc? Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse française, dans l'opinion. Alors tout le monde, bien sûr, la une la ligne éditoriale d'un certain nombre de pays, c'est de voir, et c'était de s'interroger si le PJD, parti islamiste au pouvoir au Maroc, allait subir l'érosion du pouvoir et la sanction. Donc il y a eu un certain nombre de questionnements sur cette affaire-là. Donc les résultats ont apporté la réponse. Alors bien sûr, la relation France-Maroc, elle est au-delà d'un test électoral, mais j'imagine que les politiques au Maroc, ceux qui ont le pouvoir, les politiques en France, ceux qui ont le pouvoir en France, doivent suivre avec beaucoup d'intérêt cette expérience, parce qu'elle a de fortes chances de réagir sur l'ensemble de la région et de servir de modèle, de test. Un pays musulman, Afrique du Nord, peut organiser des élections démocratiques et paisibles. C'est la grande leçon qu'on doit envoyer à l'ensemble de cette région instable qui est le Maghreb, l'Afrique du Nord ou le monde arabe. Merci beaucoup Mustapha Tossa. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Un mot pour conclure, professeur Al-Ahmadi. Peut-on être optimiste quant à l'avenir et quant à l'avenir post-élection communale? On ne peut que s'inscrire dans une, vision optimiste de l'avenir politique du Maroc, et justement parce que cela a été comparé à une fête de mariage. Bien entendu, ça s'est déroulé dans le calme, s'est déroulé, à mon avis, dans une maturité démocratique, et que d'abord les Marocains doivent s'enorgueillir. C'est une démarche positive. Maintenant, il faut travailler, parce que les élections ne sont pas une fin en soi, mais plutôt un moyen pour quelque chose. Cette chose-là, c'est servir le citoyen, c'est de se mettre au travail, c'est d'écouter le citoyen et de répondre à ses sollicitations, à ses demandes et à ses souhaits. Bien entendu, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. On ne peut répondre qu'avec une hiérarchisation justement de ces demandes les plus importantes, à savoir le travail, ensuite l'enseignement. Par travail, l'emploi. Bien sûr, oui, bien sûr, l'emploi, l'enseignement, le logement, la santé, et surtout donner un sens de dignité aux citoyens, le respecter dans les administrations, maintenant qui sont le reflet de la société marocaine par la voie démocratique, et donc ils ont une légitimité de base. On ne peut pas traiter les citoyens dans l'administration, que ce soit publique ou qui a été élu, comme vraiment une quantité négligeable. Il faut les considérer, les respecter et leur montrer que nous sommes là pour les servir et non pas le contraire. Ça veut dire c'est eux qui servent les élus. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette leçon et également pour cette présence avec nous, pour votre analyse. Merci également à tous nos invités. C'était l'émission spéciale élections communales et régionales 2015. Merci donc à nos invités. Merci à vous de nous avoir suivis. La couverture de Médien TV du processus électoral se poursuit. Vous suivez dans un instant en direct une émission spéciale présentée par Jawhara Al-Akhal. Et puis la couverture se poursuit tout au long de la journée et également la soirée. Excellente journée en notre compagnie.